Je m'appelle Gérard Clèche et vous êtes les bienvenus sur le podcast Blabla. Alors Blabla, c'est quoi ? Blabla, c'est une discussion, mais Blabla, B-L-A, signifie le bonheur, c'est les autres. Oui, on va parler de bonheur dans ce podcast et on a besoin de parler de bonheur. On en a vraiment besoin et on va en faire parler. Et parmi les premiers à qui on va en faire parler, notre premier invité, c'est Alexandre Jardin, l'écrivain connu, reconnu, écrivain brillant, humain, profondément humain. Je l'ai rencontré dans un café dans Paris après avoir écrit un article sur lui et vous allez voir, il est épatant. Si je vous demande, Alexandre Jardin, à brûle-pourpoint, c'est quoi pour vous le bonheur ? C'est l'action. Mais encore. Ça veut dire que je vais bien dès que ce qui me passe par la tête, je le mets en œuvre. Et je vais mal dès que je suis dans mes frustrations. C'est pour ça que je me suis tout de suite, très rapidement, engagé concrètement, dans des actions concrètes. Si vous attendez une élection tous les 5 ans, en pensant que le bonheur va arriver, le temps va être long. Donc il faut y aller. Il faut engager les réformes. Le bonheur, c'est la réalisation, c'est dans la réalisation. Oui, parce qu'immédiatement, on rencontre ceux qui ont cette ressource. Et on les attire. C'est comme la limaille. Donc on rencontre l'énergie des autres. Il faut gouverner soi-même, très rapidement. Dans vos livres, vous avez beaucoup parlé des souvenirs de votre enfance, de votre adolescence, et puis arrivé à l'âge adulte, etc. Mais si je vous demande alors c'est difficile mais quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface ? Si je vous demande un souvenir heureux de votre enfance. Des soirées de samedi soir où on dansait avec mon père devant la télé, il y avait des émissions de variété, et papa arrivait revêtu de peau de chat, avec une espèce de short improbable, des sabots, et il dansait devant la télé, devant les variétés des années 70. Mariti Gilbert Carpentier. Il y avait tout. Et on dansait avec Clo-Clo, et il embarquait les amants de maman, et tout ça dansait en ribambelle dans l'entrée. Il y avait une télé, et il y avait une gaieté folle, et puis on éteignait la télé, et ensuite on faisait des farces téléphoniques. Et papa appelait, à l'époque ça le faisait beaucoup rire, il appelait, il y avait un type qui était ministre de l'Intérieur qui s'appelait Poniatowski. Et il l'appelait sur le coup de 11h, minuit, et il se bouchait le nez. Et à l'époque, les téléphones avaient des petits téléphones, des petits écouteurs. Ouais. Donc les enfants écoutaient, et ils faisaient des farces. Et ils raccrochaient. Et il le rappelait plusieurs fois. Et un soir, on entend la grosse voix qui dit « Arrête, Pascal ». Donc, visiblement, il était démasqué. Il était démasqué, papa a raccroché, et il nous a dit « Ils vont attaquer. Il faut barricader la maison ». On a été fermer les volets, on a été compter le nombre de boîtes de conserve pour savoir combien de temps on allait tenir. Et il avait des Winchester 22 Lorif qui distribuaient aux enfants et on tirait dans les volets des voisins. Les sommations. Donc il y avait une aptitude chez les grands à vraiment s'amuser comme des enfants. Alors maintenant je vais vous demander, vous avez souvent parlé de livres, de films, de pièces de théâtre. Vous êtes né dans ce milieu-là, en fait. Vous êtes né dans le milieu du cinéma, aussi dans la littérature. Mais si je vous demande un auteur, ça peut être un auteur de film, ça peut être un auteur de livre, ça peut être un auteur de pièces, de théâtre, qui vous a marqué de façon indélébile, et pourquoi ? C'est un auteur dont le style ne m'a pas marqué, parce que je l'ai lu en anglais d'abord, qui est peut-être un des hommes qui m'a le plus influencé, qui est un thérapeute nord-américain, qui est mort en 1980, qui s'appelle Milton Erickson, qui est le père de la communication indirecte. Et toute ma vie, j'avais pensé que quand je m'adressais à quelqu'un, il fallait que je le fasse de manière directe. Je ne savais pas ce que c'était que de créer une situation qui allait être plus éloquente que des mots. Et tout à coup, je découvre qu'on peut réellement communiquer complètement autrement. Ça a été un choc. Ça a été un auteur absolument majeur. Et à l'époque, je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même. Des gens qui lisent ça appartiennent à ce qu'on appelle la culture psy. Ce qu'on pourrait appeler la culture psy. Oui, c'était le père de l'hypnose ericksonienne. Oui. Alors que c'est une pensée qui est faite pour voyager dans tout ce que l'homme fait.
Voilà, c'est vraiment un auteur qui a eu une influence majeure sur Majeur. C'est-à-dire Ça vous a aidé à être heureux, parce que là, la thématique. Oui, parce que je me suis dit qu'on pouvait communiquer. On n'était pas voué à faire des choses absurdes. On pouvait réellement dire quelque chose à quelqu'un. Même s'il y avait des blocages, on pouvait les contourner. Alors aujourd'hui, là on parlait un peu du passé, aujourd'hui, de quoi ne voudriez-vous surtout jamais vous priver? S'il y a quelque chose ou quelqu'un, j'ai une petite idée, mais quelque chose dont vous ne voudriez jamais vous priver. L'intelligence de ma femme. C'est quelqu'un qui pense toujours, qui se place au bon endroit pour penser. Et depuis que je l'aime, que je l'écoute, qu'on discute tout le temps, je suis toujours saisi de voir à quel point elle pense au bon endroit. Je vais vous prendre un exemple de... Pourquoi est-ce que De Gaulle nous touche? Il ne se trompe jamais d'endroit d'où il parle. Il y a 10 jours, j'allume une télé, je tombe sur Emmanuel Macron qui faisait un discours sur l'armement européen. Techniquement, j'étais d'accord à peu près avec tout ce qu'il disait, c'était un truc de bon sens. Mais je me dis, pourquoi t'es gêné? Je me dis, il parle pas au bon endroit. Parce que dès lors qu'on parle d'armement européen, on parle d'armée européenne, pourquoi on vit ensemble, pourquoi on va mourir ensemble. Et il n'en parle pas. Il parle comme s'il était un commissaire européen qui gérait des stocks. Alors que le bon endroit, c'est pourquoi on va accepter que nos fils aillent se faire tuer. C'est pas rien quoi d'envoyer ses fils. Et voilà, un homme comme De Gaulle ne se trompe pas. Il a l'instinct du bon endroit. J'en voulais à mon ex-femme pour une connerie. Enfin, non, qui n'était pas une connerie, mais je l'en voulais. Et un jour, ma femme canadienne me dit mais est-ce que tu es conscient qu'elle a fait de son mieux? Je lui dis mais moi j'aime pas ce qu'elle a fait. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis qu'elle a fait de son mieux. Et en fait j'ai beaucoup réfléchi, je me suis rendu compte que c'était ça le bon endroit. Et d'ailleurs la plupart des êtres humains ils sont pas belzébuth quand ils font une connerie. Ils font de leur mieux. Dans leur économie affective. Voilà une femme qui pense à la bonne hauteur. Donc ça rend très heureux parce que vous vivez beaucoup mieux au bon endroit. Comme quelqu'un qui chante juste. Oui, voilà. Sur la bonne note tout le temps, quelle que soit la mélodie, quelle que soit le... Oui, du coup c'est mélodieux, écoutez. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence et quand vous doutez, est-ce que vous avez plutôt tendance à douter de vous ou des autres? Alors, systématiquement de moi. Parce que quand quelque chose ne marche pas, c'est que, là pour le coup, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Parce que ce qui est naturel, c'est le succès. La vie aime le succès. La vie aime que les choses soient vivantes. Donc, je me demande toujours ce qui fait obstacle à l'intérieur. Ce qui fait obstacle à l'argent, ce qui fait obstacle à l'abondance, à la gaieté, à la santé. C'est jamais dehors. Pas jamais. C'est rarement dehors. Non, si vraiment Hitler rentre en France, ça vient de dehors. Mais enfin, Hitler ne débarque pas tous les matins. Oui. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Le pire, qui est leur ego. Ils sont très touchants, mais c'est l'obstacle. C'est ce qui empêche un écrivain doué de devenir un génie. C'est ce qui empêche un politique convenable de devenir un très bon. C'est toujours ça. Toujours l'ego. Ouais. C'est le tout à l'ego. Mais c'est touchant parce qu'on voit bien le petit garçon ou la petite fille. Quoi. C'est touchant donc vous avez du genre par rapport à ça. Oui. Parce que vous-même vous avez des fois des conflits d'ego. Oui. Vous vous dites. Parce qu'on veut plaire, parce on aimerait être compris, tous ces besoins qui restent un peu enfantins et qui... Quand vous n'êtes pas compris, vous êtes plutôt triste ou plutôt en colère? Ou les deux? Non, pas triste. Avant, ça me mettait en colère, mais plus maintenant. Je me dis, t'es pas du tout en train de leur parler comme il faut. On en revient à Erickson, on en revient à la... Oui.
à votre femme. Ça veut dire que tu n'as rien compris à leur perception. Ça veut dire que tu n'as pas eu la modestie d'écouter leur perception. De mettre à leur niveau. Oui. T'es rentré avec ton boulet de canon et on ne peut pas. Faut parler de Comanche au Comanche, quoi. Ça marche pas sinon. Là, on est dans une période dure, on sort d'une période très dure, on a eu coup sur coup les gilets jaunes, puis la pandémie, puis la guerre en Ukraine, l'inflation et la situation économique est très compliquée pour beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal même parfois à manger à leur faim. Moi j'ai envie qu'on aille vers quelque chose de plus optimiste, essayer de trouver de l'optimisme, c'est pour ça que je vous questionne aujourd'hui. Vous, personnellement, Alexandre Jardin, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir ? D'abord, on vit en France. Et en France, l'histoire se finit bien. Ça peut être chaotique, mais l'histoire se finit bien. D'abord parce qu'il y a une quantité de gens géniaux partout. C'est un pays qui fourmille, qui fabrique depuis des siècles, des gens qui pensent différemment, des gens... Donc, le matériau du pays est très riche. Quand on a des problèmes d'organisation, de structure, il ne faut jamais oublier que le matériau est riche. C'est-à-dire que quand on traîne partout dans nos provinces, il y a des gens d'une intelligence prodigieuse qui expérimentent des choses sans que Paris s'en rende compte. Et il y en a partout. Donc on a un corps social très fécond. Donc même si ça n'a pas l'air d'aller bien et ça ne va pas bien, on a des problèmes de structure, mais on n'a pas de problème de matière. C'est déjà énorme. Je suis pas certain qu'à Niamey, ils ont beaucoup d'élites de rechange. La France, elle en a plein. Vous rentrez dans un congrès des compagnons, par exemple, écoutez-les. Vous allez tomber sur des gens de génie. Vous allez dans ce que j'ai parfois fait dans des congrès de la CFDT. C'est hallucinant, la créativité, ce que les gens essayent en utilisant le réseau syndical. C'est partout, quoi. Vous avez partout des gens qui... Ça fourmille. Donc évidemment qu'on va passer l'obstacle. Évidemment. Donc on peut être optimiste pour l'avenir. Oui. La matière est vivante. Elle n'est pas du tout nécrosée. Alors avant de vous poser la dernière question qui va clore ce podcast, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois ? C'est quoi le bonheur c'est un bonheur simple auprès de votre femme XXL, comme vous l'avez appelée. Ma femme vit. Votre femme vit. C'est autre chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? À titre personnel et peut-être à titre professionnel ? Rien. J'ai tout. C'est bien. Tout nous est donné avec elle. Avec elle, tout nous est donné. Ça perdure. Ça s'approfondit, c'est de plus en plus riche. Mais le propre d'un amour absolu, c'est qu'en fait tout est donné. Il n'y a pas besoin de rien d'autre. Non, tout est donné. Et comme c'est quand même le cœur du truc, le cœur de la vie, de la vitalité. Après, ça fabrique des maisons, ça fabrique de tout. Ça fabrique des films, ça fabrique des littératures, ça fabrique des entreprises. C'est la matrice de tout ça. Oui, bien sûr. Pour ça, il faut choper sa femme. La bonne. Oui, mais quand on sait que c'est sa femme fondamentale, il faut la choper. Et alors maintenant pour conclure justement, donc j'ai appelé ce podcast Le bonheur c'est les autres. Donc pour faire pièce à... C'est le cœur des autres. C'est les autres. C'est l'intelligence des autres. Voilà. Et donc vous l'interprétez comment cette expression Le bonheur c'est les autres ? Ça vous parle ? C'est le grand réservoir de poésie, d'intelligence. Pourquoi je vais sur les réseaux sociaux ? Il y a un truc qui m'excite. Quand vous émettez un point de vue, vous ne savez jamais comment il va être entendu. Et il y a toujours un moment où il y a quelqu'un ou qui vous lance une pique ou je sais pas quoi, qui donne un sens, que cette personne soit d'accord ou pas. C'est là où vous rencontrez le sens des autres. C'est pour ça que ça fait des étincelles et que les gens s'énervent. Mais il n'y a rien de plus excitant que de découvrir un angle, même s'il est urticant,
qu'on n'avait pas vu. Donc, il y avait un film de Jaoui et Bakri qui s'appelait Le goût des autres. Oui. Et donc là, vous êtes en train de me dire que le bonheur, c'est les autres, c'est le sens, c'est les autres. Oui, les autres donnent des sens auxquels on n'a pas pensé. Et si on franchit la petite blessure d'ego quand on est contesté et qu'on descend dans le sens des autres, c'est gagné. Ouais, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Merci Alexandre Jardin. Merci. Voilà, c'était Le bonheur c'est les autres avec Alexandre Jardin. Alexandre Jardin qui a sorti il y a quelques semaines aux éditions Albin Michel le livre Frères, un livre bouleversant que je vous conseille absolument d'acheter et de lire. Merci à Alexandre Jardin de s'être prêté au jeu de ce premier épisode de notre podcast Le bonheur c'est les autres. On l'a enregistré dans des conditions un petit peu spéciales au café Le Maresquier, place Saint-Augustin. Il y avait pas mal de bruit autour, mais l'essentiel de ce qu'a voulu dire Alexandre Jardin, je pense, s'entend dans l'interview. À bientôt pour le 2e épisode du bonheur c'est les autres.